L'éducation populaire en difficulté sur le plan financier, d'abord avec l'inflation et la baisse constante des subventions. Difficulté aussi de recrutement de professionnels bien formés, et c'est important parce que quand on parle d'éducation populaire, on parle très vite de nos enfants, on parle d'animation culturelle, d'activités sportives, on parle de politique de la jeunesse. Alors on fait le point aujourd'hui sur la situation de l'éducation populaire dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui décrypte l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui le syndicat des employeurs de l'éducation populaire, Exopé. Bonjour David Cluzot. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général d'Exopé. Vous avez publié en début d'année les résultats d'une grande enquête sur l'état de santé des associations d'éducation populaire. Que nous apprend cette enquête qui en est à sa 2e édition? Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de recul, c'est intéressant. Un peu plus que 2, parce qu'on a la 4e édition en réalité. Alors la 4e édition, autant pour moi. Non, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça nous donne un peu plus de recul et un peu plus de profondeur sur l'analyse du secteur. 2 mots d'histoire. On a lancé cette enquête à l'issue de la crise sanitaire pour savoir où en était le secteur de l'éducation populaire, parce qu'on soupçonnait qu'il n'était... on ne savait pas comment il allait s'en sortir. Et aujourd'hui, avec cette 4e édition, on a donc une vision avec un peu de profondeur et quelles sont les grandes tendances qui peuvent se dégager. On fait cette enquête chaque fin d'année, ce qui permet aux dirigeants associatifs qu'on interroge d'abord d'avoir une vision sur ce qui vient de se passer, sur l'année passée, et de pouvoir se mettre en perspective sur l'année à venir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent fin 2023 ? Fin 2023, ils nous disent que la situation va plus mal qu'avant. Alors, ça semble être une lapalissade, mais elle n'était pas si certaine que ça. Les 2 premières années qu'on a constatées post-Covid, finalement, on constate un secteur de l'éducation populaire extrêmement résistant, extrêmement résilient, qui a su se réinventer, qui a su réagir, qui a su aussi utiliser les fruits de sa bonne gestion pendant des années pour pouvoir passer le cap de la crise sanitaire. Et puis, la phase qui suit la crise sanitaire, donc nouvelle crise. En fait, on enchaîne les crises. Crise inflationniste suite à la guerre en Ukraine. Et là, on s'aperçoit qu'en réalité, cette résistance s'effrite très nettement. Et donc, on a fait l'exercice d'aller analyser les signaux faibles. Ceux qui ne paraissent pas importants, mais qui pour autant sont des signes fondamentaux par rapport à la situation aujourd'hui des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et alors, quels signaux faibles avez-vous décelés ? Il y en a plusieurs qui sont importants. D'abord, le fait d'avoir moins confiance en l'avenir. Alors, on va mesurer un peu le moral des ménages. Et donc, globalement... Ou le moral des industriels. L'INSEE fait ça. Les industriels sont toujours très inquiets pour l'avenir, pour la France, beaucoup moins pour eux-mêmes. Pas faux. Alors nous, c'est le contraire. Enfin, je ne sais pas si c'est le contraire. En tout cas, c'est assez, ça va ensemble. C'est-à-dire que les dirigeants qu'on interroge sont inquiets pour eux-mêmes et inquiets finalement aussi pour la France et pour l'avenir de la France, puisque nos actions prennent part complètement dans le terreau social ou le terreau sociétal. Donc ils sont inquiets, donc ils vivent l'avenir avec beaucoup moins d'optimisme qu'ils ne vivaient il y a 2 ans, alors qu'ils sortaient d'une crise complètement inédite et dont on ne connaissait pas ni les tenants ni les aboutissants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils redoutent ? Ils redoutent... finalement de ne pas arriver à passer le cap des prochains mois pour une grande partie d'entre elles. Là-dessus, on a des indicateurs très précis. Vous parlez d'un cap économique. Un cap économique, oui. Mais c'est très lié chez nous. C'est-à-dire, le cap économique et le cap social sont extrêmement liés. Donc, si on a une détérioration économique, les associations ne peuvent plus remplir leur objet social. Donc, clairement, ne peuvent plus être des acteurs sociaux, des acteurs sociétaux qu'elles sont aujourd'hui et ce qu'on attend des services qu'elles peuvent rendre à l'ensemble des habitants sur les territoires. Premier indicateur très fort aujourd'hui, c'est des associations qui se retrouvent en situation de faiblesse massive de trésorerie. Plus de 30% des associations n'ont pas plus de 3 mois de trésorerie, ce qui est extrêmement difficile à gérer pour le secteur associatif. Ça veut dire qu'en cas d'accident, en 3 mois, l'association est morte. C'est exactement ça. Même si elle a de l'activité potentielle, même si elle répond à un besoin, si ses capacités de trésorerie ne sont pas renforcées, l'association peut tout à fait disparaître, et ça nous pose une question. Et d'ailleurs, l'autre signal faible qu'on repère, c'est celui des associations qui pensent qu'éventuellement, elles ne passeront pas l'année qui vient. Il y a 1 an, c'était 1% des associations. Aujourd'hui, c'est 3%. Alors, 3%, c'est pas grand-chose. Sauf que d'une part, c'est multiplié par 3. Sur 1,5 million d'associations en France ou sur le secteur de l'éducation populaire. Nous, on a été interrogé le secteur de l'éducation populaire et les associations employeuses. Donc, ce qui réduit le prisme et le périmètre. Mais dans le secteur de l'EducPop, c'est 25 000 associations qui sont employeuses. Donc, 3%, ça fait quand même potentiellement
près de 1000 associations qui peuvent déposer le bilan dans l'année. Ce n'est pas négligeable, c'est important. Et autant d'emplois derrière. Et ça, c'est sur tout le territoire national? Sur l'ensemble du territoire national, tout à fait indifféremment. Il n'y a pas de particularité en fonction d'une région ou d'une autre. Ça, c'est le deuxième indicateur qui est extrêmement pertinent. Un autre indicateur qui relève du ressenti, mais qui est aussi assez fondamental, c'est que 75% des dirigeants associatifs qu'on interroge nous disent ressentir de l'indifférence face à leurs difficultés de la part des pouvoirs publics, quels que soient les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ou l'État. C'est important. Ce qu'on n'a pas été mesuré, parce que c'est un indicateur nouveau qu'on a été chercher, c'est de savoir comment se traduisait cette indifférence. Une incapacité à agir, ou alors vraiment de dire passez votre chemin, c'est pas notre sujet, ou on a d'autres chats à fouetter. Effectivement, les collectivités ont d'autres problématiques, donc on ne le sait pas. Mais globalement, ça veut dire que aujourd'hui, on n'a pas de répondant de la part des collectivités publiques, et ça se traduit dans deux autres indicateurs qu'on a, c'est que, au mieux, les subventions aujourd'hui, le soutien financier public sont égales, donc ne baisse pas, mais ce qui veut dire que malgré tout, au regard de l'inflation, c'est moins de capacité financière pour les associations, ou alors elle diminue, et là il y a un double effet. Il y a l'effet de l'inflation qui n'est pas compensé, et par ailleurs l'effet de la baisse de la subvention qui vient s'ajouter aux difficultés économiques conjoncturelles. Alors du point de vue général, le mouvement associatif ne dit pas autre chose, puisque le gouvernement Attal a été nommé début janvier, et il a fallu attendre 2 mois pour que Prisca Thévenot soit en charge de la vie associative. Et donc voilà, là aussi, ça dénote un manque de considération certain. J'ai l'impression que c'est l'ensemble du secteur associatif, éducation populaire inclus, qui est victime de ce mauvais traitement, de ce manque de considération. Alors effectivement, du côté du mouvement associatif d'une manière générale, le fait d'avoir attendu que la compétence tombe dans un portefeuille ministériel n'est pas obligatoirement un bon signe. Aujourd'hui, le mouvement associatif peut se réjouir pour des raisons notamment de rôle du secteur associatif dans la vie démocratique que ça tombe dans le portefeuille de Prisca Thévenot. De quel ministère vous dépendez, vous? Nous, l'éducation populaire. En fait, on dépend de plein de ministères. C'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est toute la difficulté d'arriver à la définir, mais aussi toute sa richesse. On dépend de plusieurs ministères. On va dépendre aussi bien du ministère de la Culture, pour ce qui concerne l'action culturelle, les MJC par exemple, les maisons de jeunes et de la culture dépendent pour partie du ministère de la Culture. On va aussi dépendre du ministère, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de la ville, voilà. Avec tout ce qui va être l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de la politique de la ville. On va dépendre du ministère du Logement pour tout ce qui concerne les foyers de jeunes travailleurs. On va dépendre du ministère des Sports pour la part éducation populaire qui relève du champ sportif. Et principalement, on va dépendre aujourd'hui du ministère de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles qui a été confié à Sarah El-Haïry. Donc on était un peu plus gâtés que le mouvement associatif. Nous, on a eu connaissance de notre interlocuteur un peu plus tôt. Alors, puisqu'on voit la diversité de vos champs de compétences, est-ce que les difficultés dont vous nous faites part sont les mêmes dans tous les grands secteurs de l'éducation populaire? Sport, jeunesse, culture? Aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur qui nous dise le contraire. Globalement, les difficultés qu'on relève, elles sont transversales à l'ensemble des secteurs que nous représentons. Les difficultés de trésorerie, les difficultés de subvention, elles relèvent aussi bien du secteur culturel que du secteur de la jeunesse, que du secteur de l'animation ou que du secteur sportif. Peut-être qu'en année olympique, le secteur sportif est moins touché, mais pour autant, c'est un secteur qui a besoin de retrouver des bases économiques fortes et sereines. Alors jusqu'ici, comment elles font, les associations, pour tenir le coup? Il y a de l'inflation, il y a l'envolée des prix de l'énergie, il y a moins de subventions. Comment elles font? Et il y a des salaires qu'on a augmentés. C'est extrêmement important aussi, parce qu'on a fait l'effort, nous, de considérer que les personnes que nous employons, qui sont les moins bien payées, puissent continuer à vivre. Donc il y a ce sujet-là qui pèse sur les associations, c'est pour ça que je le signale. Donc aujourd'hui, les associations, elles ont pour l'essentiel, ce qui explique qu'une partie de leurs difficultés était tapée dans leurs fonds propres, pour le dire d'une manière un petit peu triviale. On avait des réserves, donc il y a une partie des associations qui disent aujourd'hui, nous on va être déficitaires en réalité. On est en capacité de le supporter parce qu'on avait des réserves. Pour autant, les réserves commencent à s'amenuiser de manière significative.
D'où les problématiques de trésorerie qui émergent de manière massive, parce qu'on les a déjà utilisés pendant la crise sanitaire, on continue à les utiliser aujourd'hui, et c'est la première manière de faire, c'est-à-dire de dire on va utiliser nos propres ressources. C'est quoi ces réserves? C'est de l'argent qu'on a réussi à mettre au fil des ans sur un livret A à côté, enfin, c'est quoi? C'est de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire que comme n'importe quelle entreprise, on réalise des excédents. Moi j'ai coutume de dire... Pas tous les ans, hein? Pardon? Pas tous les ans. Ouais, alors ça, je suis... c'est un vrai sujet. Moi, j'ai cette habitude de dire à un moment, pour reprendre et plagier un peu les propos d'un de mes prédécesseurs qui était Alain Cordès, c'est que nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, nous sommes des entreprises. Et donc, certes, on n'a pas vocation à faire des bénéfices et surtout à distribuer des bénéfices, mais pour autant, l'idée d'avoir une gestion économique saine qui permette de générer des excédents pour couvrir notre capacité à investir, notre capacité à innover, provisionner des risques à venir, tout ça, c'est de la gestion saine, et c'est de la gestion saine à la fois pour le secteur associatif, mais aussi pour les collectivités territoriales, pour l'État, bref, pour tous les financeurs publics, parce que ça nous permet d'assumer de temps en temps quelques pics ou creux en matière de financement. Je reviens sur les difficultés financières, David Cluzot. Est-ce que les associations d'éducation populaire sont obligées de réduire leur périmètre d'activité, faute de financement? Oui, c'est aujourd'hui quelque chose que nous constatons et qui est tout à fait nouveau dans l'enquête que nous avons, les résultats de l'enquête de 2023. C'est que effectivement une grande partie des associations, une partie significative des associations réduisent leur périmètre d'activité. On fait moins d'accueil de loisirs, on organise moins de séjours de vacances, parce que c'est une manière de limiter ses charges, à la fois les charges structurelles, sur la question des fluides, de l'alimentaire, etc., mais aussi sur les charges d'emploi, puisqu'on embauche évidemment moins de personnes. Et ça, on le constate aussi dans une autre des enquêtes qu'on fait maintenant de manière récurrente, qui est l'enquête sur la question de la pénurie des emplois dans l'éducation populaire, où on s'aperçoit que ça reste encore un secteur pénurique, mais que malgré tout, la situation s'est stabilisée. Et une des manières dont nous avons d'expliquer que la situation s'est stabilisée, c'est qu'il y a moins de développement d'activité que les années précédentes. Et donc, on a besoin de recruter moins de personnel. Exactement. Alors, je vais y venir au recrutement et à la formation. Dernière question quand même sur vos activités au quotidien. Est-ce que les difficultés financières poussent les associations d'éducation populaire à augmenter leurs prix ? Oui. Sachant que votre vocation, c'est tout de même d'être le plus accessible possible aux familles qui n'ont pas d'argent. C'est tout le paradoxe. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la question économique était extrêmement liée à notre objet social. Aujourd'hui, de mémoire, je dirais qu'il y a à peu près un tiers des associations qui nous disent qu'elles augmentent leurs prix. Donc, elles font peser le poids, le coût de l'inflation sur les familles, en tout cas pour partie. Parce qu'il n'y a pas de répondant du côté des collectivités territoriales ou de l'État. Je signale quand même, parce qu'il faut être honnête, que la CNAF a bien joué le jeu avec l'appui de l'État pour augmenter ses financements dans notre secteur, en tout cas dans une partie de notre secteur. Mais globalement, il y a une augmentation de la pression financière sur les familles. Et effectivement, ça nous pose une vraie question, puisque l'objet des associations d'éducation populaire, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les activités de loisirs, les activités éducatives, les activités de tourisme, les activités d'animation sur l'ensemble des territoires. Et que donc, cette possibilité dont certaines associations se sont saisies d'augmenter les prix, elle va trouver vite ses limites. Autrement, nous ne respecterons plus notre objet social. Alors venons-en à vos difficultés de recrutement. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à recruter des personnels formés ? D'abord pour des raisons qui sont qui concernent toutes les branches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pénurie assez générale de recrutement. Il n'y a pas une branche qui échappe à la pénurie de recrutement. On se dispute sur les métiers en tension, puis quand on discute les uns les autres, on s'aperçoit que grosso modo, tous les métiers sont en tension. C'est quoi ? C'est le revers de la médaille du plein emploi ? C'est sans doute le revers de la médaille du supposé plein emploi, pour peu que le plein emploi existe. Mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas une branche, il n'y a pas un secteur professionnel qui ne dit pas qu'il a des difficultés de recrutement. C'est plus ou moins massif. Voilà. Pour ce qui nous concerne, nous, il y a des situations assez particulières. On a des emplois, quand on fait l'enquête, on a toujours pensé que la question centrale était la rémunération. Alors,
La question de la rémunération dans nos secteurs, c'est une question essentielle, récurrente, qui revient. La fameuse attractivité des métiers. Clairement. Et donc, comme le dit un de mes collègues, on ne peut pas se cacher derrière le sens, ce salaire émotionnel ne payant pas les factures. J'aime beaucoup cette expression, je la reprends maintenant de manière récurrente, mais c'est vraiment le sujet. Donc les salaires ne sont pas très élevés. Non, les salaires ne sont pas très élevés. Alors, c'est pas tant que le salaire n'est pas très élevé qu'on a beaucoup d'emplois qui sont des emplois à temps partiel, ce qui rend l'emploi complexe. Donc aujourd'hui, même avec un salaire qui est un salaire correct, au-dessus du SMIC, nos minima conventionnels le sont, pas de manière flagrante, mais ils le sont, le fait d'être à temps partiel ne permet pas d'avoir le niveau de vie que peut espérer une personne. Donc ça, c'est le premier sujet. Est-ce que par ailleurs, le cursus de formation qui permet d'amener des jeunes à choisir la branche de l'éducation populaire pour se professionnaliser, est-ce que ce cursus-là est abouti? Est-ce qu'il est cohérent avec vos attentes aujourd'hui? Ça, c'est l'autre sujet. Quand on enquête, l'autre élément qui est mis en avant, c'est effectivement la question de l'accès à la formation professionnelle. Je rappelle que vous avez été désigné en janvier président d'Uniformation, un organisme de formation pour une durée de 2 ans. L'opérateur de compétences de la cohésion sociale, qui regroupe un certain nombre de branches, dont la branche d'animation sur l'éducation populaire. Et on travaille d'ailleurs très fortement à la question de l'attractivité. Et pour le coup, quand on est à Uniformation, on n'y travaille pas par le biais de la rémunération, ça c'est l'affaire des branches professionnelles, mais on va y travailler par les autres sujets. Et un des sujets dont on s'empare, c'est celui des parcours de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'éducation populaire, on est capable de tenir cette promesse qu'on pourrait faire à un jeune, de lui dire tu vas rentrer dans l'éducation populaire et tu vas pouvoir avoir une carrière au long cours qui va te permettre de t'enrichir de toutes les manières possibles, de pouvoir aller d'une association à une autre, etc. Alors, quelle est la réponse à cette question? Aujourd'hui, on n'est pas complètement prêt. Il faut être clair. D'abord parce que pour l'éducation populaire, la question de la formation initiale n'est pas complètement réglée. On n'a pas de filière de formation initiale, on est plutôt dans des filières de formation continue. Donc ça veut dire qu'il y a la question du coût de la formation. Donc le coût de la formation, il est essentiellement assumé par les branches professionnelles. Mais encore faut-il être déjà en emploi. Si on ne l'est pas, c'est le jeune qui doit se payer sa propre formation. Puis après, il y a la question de l'articulation entre les différents niveaux de formation ou entre des formations proches qui permettent des passerelles entre différents secteurs professionnels de l'éducation populaire, la culture, les loisirs, le sport, l'hébergement des jeunes, etc. Donc c'est tout ce qu'on tente de construire au sein d'Uniformation, et en particulier dans la branche de l'animation, où on vient d'entamer un très grand et important travail sur la cartographie des métiers, pour mieux connaître l'ensemble de nos métiers, sur lequel on va venir accoler un travail de cartographie des compétences et ensuite des certifications pour rendre possible ces parcours à un coût et dans des temps acceptables pour les salariés qui auront envie de nous rejoindre. Alors, dans l'ensemble des associations, et celle de l'éducation populaire en particulier, nous sommes entrés depuis 3-4 ans, depuis le Covid, depuis l'effort du gouvernement, dans l'ère de l'apprentissage. Tous les jeunes étudiants aujourd'hui commencent par un apprentissage, ou presque tous en tous les cas. Et du coup, l'apprentissage devient partie prenante du modèle économique des associations. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Alors, je le dirais autrement. On a regardé ça. Est-ce que l'apprentissage devient aujourd'hui, en tout cas dans les secteurs qui nous concernent, une part du modèle économique des associations? Ou pour le dire autrement, est-ce que l'apprentissage les apprentis viennent se substituer aux emplois aidés? Absolument. En réalité, on ne le constate pas. On ne le constate pas. C'est-à-dire qu'on a toujours des emplois aidés, voilà, qui existent. Alors moins qu'avant, certes, mais c'est toujours, il y a toujours des jeunes, moins jeunes, en emploi aidé dans le secteur associatif. Et les apprentis viennent plutôt en plus, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que ça ne procède pas complètement du modèle économique. Par contre, et là c'est très intéressant, c'est que ça procède véritablement de la montée en compétences du secteur associatif. La différence entre un emploi aidé et un contrat d'apprentissage, un contrat aidé et un contrat d'apprentissage, c'est que le contrat d'apprentissage, garantit la formation. Donc c'est obligatoirement quelqu'un qui est en formation et quelqu'un qui va venir monter en compétences, d'abord en centre de formation, mais ensuite par l'échange entre pairs pour venir s'aguerrir et s'expérimenter sur les métiers qui sont les nôtres. Donc sans doute à la marge, est-ce que ça procède du modèle économique? Mais d'une manière générale, non, on ne le vérifie pas. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, David Cluzot, des pouvoirs publics?
Beaucoup de choses de la part des pouvoirs publics. La première chose, c'est sans doute d'être plus entendu et de mieux identifier le secteur de l'éducation populaire, et c'est assez complexe. Et d'écouter ce que nos adhérents disent. On vient de lancer une grande mobilisation sur laquelle on a envie de dire des choses au gouvernement, aux autorités publiques d'une manière assez générale, en disant d'une part on est d'intérêt général, on est d'utilité sociale. Aujourd'hui on répond à des besoins sur le territoire. D'ailleurs, vous nous reconnaissez depuis 50 ans, 60, 70 ans, 150 ans pour la Ligue de l'enseignement pour répondre à des besoins sur l'ensemble du territoire. Vous nous avez aidés. Ces besoins existent toujours. Il n'y a plus de raison, il n'y a pas de raison en tout cas que vous ne le fassiez pas encore à l'avenir. Et on s'aperçoit que c'est plus tout à fait le cas. On n'est plus exactement dans la même dynamique. Les décisions du gouvernement qui ont été portées par Bruno Le Maire sur la réduction budgétaire de 2 milliards d'euros vont nous impacter très directement. Parce qu'il y a 129 millions d'euros de moins sur la mission jeunesse éducation populaire, moins 8 millions sur la culture, moins 50 millions sur les politiques de la ville. Alors, ça veut dire des subventions en moins, c'est ça ? On va limiter, et quand on discute avec le gouvernement, et je veux les croire sincères, ils ont l'idée de dire on va essayer de ne pas toucher aux forces vives associatives. Mais aujourd'hui, de penser que ça ne sera pas le cas, je pense que ça serait de notre part en tant que responsable, pas responsable. Et il faut envisager que ce sera le cas, et sans doute que ce le sera, et on discute aujourd'hui pour que ce soit tout à fait à la marge et que les associations soient encore soutenues à l'avenir. Donc on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être connu. Et ça passe sans doute par des choses toutes simples. Il y a un dispositif qui s'appelle le FONJEP, c'est le fonds d'aide au poste en fait, d'éducation populaire. C'est un vieux truc, ça a 60 ans. On a fêté les 60 ans il y a 2 semaines. Bon anniversaire. Merci, surtout à eux. Mais ces postes-là, c'est donc une aide à l'emploi qui aujourd'hui s'élève à 3 650 €, je crois, à peu près en moyenne, ou peut-être un peu à 7 000 quand c'est à temps plein. Ça n'a pas été revalorisé depuis 40 ans. Alors, je ne parle pas des 2 dernières années d'inflation, ça n'a pas été revalorisé depuis 40 ans. Donc ça pose une vraie question. On est à prix constant depuis 40 ans. Exactement. Donc nous, on plaide aujourd'hui pour dire, mais écoutez, il faut quand même prendre ça en considération, et donc on demande que les postes FONJEP soient revalorisés à 10 000 €. Voilà, déjà une revalorisation des postes FONJEP existants. Ça coûterait combien au budget de l'État ? 20 millions d'euros. On estime ça à peu près à aujourd'hui à effectif de postes constants. L'idéal, ce serait qu'il y ait encore plus de postes. Évidemment, au moment où on cherchait, où Bercy cherche à économiser 10 milliards d'euros, c'est pas le moment de leur demander 20 millions d'euros de plus, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Par contre, l'effet est considérable. Je veux dire, c'est la richesse des territoires. Si demain il n'y a plus d'associations sur les territoires ne sont plus attractifs. Ça participe aussi de la volonté de certaines entreprises de pouvoir s'implanter sur des territoires parce qu'on a une offre de loisirs, on a une offre pour garder les enfants, on a une offre sur la petite enfance, on a une offre de culture, etc. Et tout ça, c'est le secteur associatif qui l'a fait aujourd'hui. On a tendance à vouloir penser que le secteur associatif est en dehors de la problématique économique. Non, elle est en plein dans la problématique économique. C'est ce qui permet au rouage de l'économie traditionnelle, de l'économie de marché, mais même de l'économie sociale et solidaire généralement, de fonctionner. Donc on en a besoin. Le pari de dire on ne va pas soutenir le secteur associatif et on verra ce qui se passera, je ne le relèverai pas. Moi je viens d'un département particulièrement rural. Si demain il n'y a plus d'associations dans le département dans lequel j'habite, et le secteur associatif qui est par ailleurs fortement soutenu par les collectivités locales en l'occurrence, il n'y a plus de vie sur ces territoires-là. Donc il n'y a plus de volonté d'implantation aussi d'une vie économique. Merci beaucoup, Merci David à vous. Cluzot, délégué général d'Exopé, le syndicat des employeurs de l'éducation populaire. Et merci à vous pour votre fidélité. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission ESS On Air où on décrypte l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire sur Mediatico.